Alors il y a quelques années, j'ai rencontré une peintre qui s'appelle Rosa Maria Undasuki et elle m'a montré tout son travail sur la maison de Frida Kahlo. Et je suis tombée totalement en amour pour sa peinture et elle a commencé à me raconter l'histoire. L'histoire de comment, pendant 5 ans, elle s'était passionnée pour la Casa Azul, pour tout l'univers de Frida Kahlo. Et là, évidemment, on n'est pas gratuitement éditeur depuis bientôt 30 ans, sans que ça vous titille très vite, ce genre d'histoire. Et je lui ai dit, mais là, Rosa, tu as un sujet merveilleux, il faut que tu nous racontes ça. Et il se trouve qu'en plus d'être une peintre extraordinaire, Rosa Maria, c'est une vraie merveilleuse raconteuse d'histoire. Et toute cette aventure-là, ça nous amène à la rentrée avec Ce que Frida m'a donné, qui est un roman traduit de l'espagnol par Margot Nguyen Béraud et l'auteur, un roman de Rosa Maria Undasuki, qui nous raconte justement toute cette aventure. Alors on a une peintre qui s'appelle Rosa, quelle coïncidence, qui arrive pour une résidence d'artiste à Paris pendant 3 mois, en vue de faire une exposition de toute cette série d'œuvres sur la Casa Azul. Et ces 3 mois, ça va être pour elle l'occasion de revenir sur plein de trucs de sa vie, sur sa relation avec son père, pourquoi elle se passionne tellement pour les maisons, et comment petit à petit elle a approché Frida, comment elle s'est petit à petit, pas à pas, comment elle est entrée dans cette maison bleue et dans tout l'univers de Frida Kahlo. Alors ce que Frida m'a donné, c'est un roman, c'est un premier roman, c'est un roman qui a un charme irrésistible, qui est drôle, qui est tendre, qui est profond, qui est assez intimiste et en même temps qui est une forme de roman d'apprentissage. Et on a toute cette découverte à la fois, disons que pour approcher l'univers d'une artiste telle que Frida Kahlo, la meilleure porte d'entrée, c'est sa propre histoire personnelle. Et donc Rosa va retraverser plein de moments d'une histoire complexe pour réussir à s'approcher de Frida Kahlo. Et c'est un livre qui est absolument merveilleux et qui est merveilleusement illustré, dessiné, peint par... voilà, alors je vous montre juste la couverture qui est voilà, les couvertures littérature traditionnelle de chez Ulma. Et puis bah, si on feuillette le livre, je ne sais pas si on voit quelque chose, c'est un enchantement, un véritable enchantement. Alors ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est aussi un roman qui a une aventure extraordinaire. C'est un roman de Pablo Martín Sánchez qui s'appelle L'anarchiste qui s'appelait comme moi. Alors là aussi, il y a une histoire qui me tient à cœur finalement de vous raconter, parce que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà Pablo Martín Sánchez, parce qu'il a publié 2 de ses premiers livres aux éditions La Contralée. Alors quand je dis qu'il a publié, j'ai peut-être pas mentionné que c'était un auteur espagnol, traduit par Jean-Marie Saint-Lut. Et puis avec L'anarchiste qui s'appelait comme moi, on a une sorte de colosse de 600 pages. Pablo est toulipien, donc on a aussi un roman qui a une certaine complexité à traduire, mais je vous rassure, pas à lire. Et moi je suis tombée folle amoureuse de ce livre. Et pendant 2 ans, j'ai fait... disons, le siège de Benoît Véry à la Contralée, en lui disant, mais voilà, publie ce livre, évidemment, publie-le, mais si jamais tu penses qu'on peut le faire à 2, si tu penses que Zulma et la Contralée, on peut être plus fort pour publier ce livre qui est spécial, qui est différent, et qui mérite, je crois, qu'on soit 2 éditeurs à le défendre. Et puis au bout d'un moment, je ne sais pas par quelle magie, Benoît m'a dit « Banco, on y va ». Alors la rencontre aussi, il faut le dire, qui a tout déclenché, c'était une très jolie rencontre à la Lison. Donc ça commence dans une librairie et j'espère que ça va bien finir dans plein de librairies. Alors L'anarchiste qui s'appelait comme moi, c'est le tout premier roman de Pablo Martín Sánchez et c'est l'histoire de Pablo Martín Sánchez qui se désespère de ne pas être un écrivain plus connu,
Vous remarquerez que c'est son premier roman, donc on aurait pu penser que c'était un peu normal. Et il google son nom. Et là, il trouve des milliers et des milliers de Pablo Martín Sánchez en se disant mais quel nom ordinaire pour un écrivain, comment construire une œuvre avec un pareil nom. Et soudain, au milieu de tous ces Pablo Martín Sánchez, des joueurs d'échecs, des accidents de voiture, des surfeurs, il découvre un Pablo Martín Sánchez qui était anarchiste, qui était révolutionnaire et qui est né vers 1890 et condamné à mort en 1924 après avoir participé à une tentative de révolution en Espagne pour renverser voilà, j'ai un trou, le gouvernement de Primo de Rivera. Bon, je ne suis pas fortiche en histoire de l'Espagne, mais vous verrez, en général, on connaît bien Franco, on ne connaît pas trop cette période-là, et vous allez la découvrir parce qu'on a deux récits qui s'entremêlent. Un récit qui est toute l'enfance, la jeunesse de Pablo Martín Sánchez, l'anarchiste, toujours, sauf qu'il n'est peut-être pas encore, et la vie de ce même Pablo Martín Sánchez à Paris, à Belleville, dans les milieux anarchistes, et en plus il est imprimeur typographe, ce qui ne gâte rien pour le plaisir de lecture. Et donc ces deux récits vont converger et vont aboutir à la condamnation à mort de Pablo Martín Sánchez. Alors c'est un roman d'aventure, un roman d'amour, un roman d'amitié, un roman historique, un roman politique. Ça fait 600 pages, oui, mais vous ne les verrez pas passer. C'est un grand roman hyper feuilletonesque et aventureux. Et puis, je ne vous ai pas dit, Pablo Martín Sánchez, eh bien, donc, il a publié déjà 3 romans et 1 ou 2 recueils de nouvelles. Ce roman s'inscrit dans une sorte de biographie qu'il appelle Minimal, et il est également traducteur, et donc je vous ai dit peut-être qu'il était oulipien, mais il est aussi le traducteur d'Hervé Letellier en espagnol, entre autres grands auteurs qu'il a traduits. Alors, il nous reste, c'est un peu moche de dire comme ça, mais j'ai encore 2 romans dont j'ai envie de vous parler. On a le 2e roman de Jiang Weizhan, Après le clou, elle nous invite à l'Hôtel du Cygne. Alors c'est un roman tout court qui fait 160 pages. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se fait enlever par sa nounou, mais manque de bol, rien ne va se passer comme elle voulait. Les parents du petit garçon sont arrêtés et elle se retrouve avec le petit garçon sur les bras. Entre-temps, le petit garçon est tombé amoureux d'une oie, une oie blanche, mais en fait là on parle d'une vraie oie, toute blanche, qu'il prend pour son cygne, et il invente un truc qui est l'Hôtel du Cygne, qui est un endroit où tous les enfants sans amis, tous les enfants solitaires peuvent se retrouver à l'Hôtel du Cygne. Voilà. Donc c'est traduit par Lucie Mode. Et pour terminer, Les aventures d'Ibidem Serpicon. Alors, c'est un roman qui a toute une histoire que je ne vous raconterai pas parce que je n'ai plus le temps, mais si vous aimez marcher dans Paris, si vous aimez ce genre de personnage improbable, bizarre, gentil, qui parle à tout le monde, qui est comptable dans une librairie, eh bien, je crois que vous allez adorer Les aventures d'Ibidem Serpicon. Ça se situe quelque part entre Monsieur Hulot ou Monsieur Plume, entre Tati et Michaud. Ça ne ressemble à rien, c'est un ovni littéraire. Ce sont les aventures d'Ibidem Serpicon de René Haddad que je vous conseille absolument tout aussi. À bientôt!